avec notre invité ce soir, François Legault. Quelqu'un des médias? Peut-être. 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 Québec, Peut-être. médias. Quelqu'un des médias de Québec. Peut-être. Peut-être. Première discussion ce soir où il va être question d'éducation. Cet été, les jeunes libéraux ont proposé de réformer les cégeps tels que nous les connaissons pour mieux répondre aux besoins des entreprises. Le premier ministre Couillard a rejeté cette idée, mais souhaiterait que notre système d'éducation soit plus axé sur l'adéquation entre la formation et l'emploi. Les partenariats entre les entreprises et les établissements d'enseignement post-secondaire sont de plus en plus nombreux. Des formations très pointues sont offertes, parfois même pour combler des besoins spécifiques de certaines compagnies. Ceux qui s'opposent dénoncent une marchandisation de l'éducation. Ils se demandent si ces formations ciblées sont bien à l'avantage des étudiants à long terme. Ils craignent que les établissements et les chercheurs y perdent leur indépendance. De leur côté, les étudiants qui cherchent une formation avec un emploi à la clé apprécient cette collaboration. Les institutions d'enseignement y voient une solution au sous-financement et y gagnent en prestige. Le système d'éducation devrait-il former des travailleurs sur mesure? Belle question dont on va débattre avec Gabriel Nadeau-Dubois, essayiste et ex-porte-parole de la classe, et Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonsoir, bienvenue tous les deux. Bonsoir. Alors, la formation modelée selon les besoins de l'entreprise, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter, Yuri? Bien évidemment, quand on parle de travailleurs sur mesure, d'habitude, le sur mesure, c'est plus pour les complets que pour les êtres humains. Oui. Mais néanmoins, il y a, et je pense qu'on l'a vu un peu dans le topo, il y a au moins deux motivations dans le système d'éducation, mais même pour l'université. On veut d'abord aller chercher une formation pour, par exemple, avoir une carrière ou un emploi bien rémunéré. Et il y a aussi une formation, une acquisition de connaissances, à la limite rencontrer des gens avec qui discuter. C'est le fun de débattre, on le fait ce soir, on l'apprécie. À l'université, dans les classes, c'est aussi apprécié. Il faut faire des deux. Cependant, je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont ce désir-là, qui ont cette attente-là face notamment à l'enseignement supérieur. Parce que dans le système d'éducation... Et pas qu'à l'université, au collège aussi. Exactement, parce que dans l'éducation, bon, il y a une formation obligatoire jusqu'au secondaire, mais on forme peut-être là davantage les gens à fonctionner en société, et ensuite, on se spécialise, et c'est un peu naturel. Est-ce qu'il faut s'en réjouir de l'arrimage entre l'entreprise de plus en plus et le milieu de l'éducation, Gabriel? La formation professionnelle a toujours fait partie de la mission de l'université. Dès les premières universités, la formation de médecine est là, la formation de droit aussi. Donc, le débat, c'est pas est-ce qu'on veut que les gens soient capables ou non de pratiquer un métier à la sortie de l'université. Et on ne parle pas que de l'université, vraiment, on parle du cégep dans aussi, le cas des diplômes techniques. Donc, le débat n'est pas pour ou contre la spécialisation ou pour ou contre le fait qu'il y ait une occupation professionnelle qui résulte de l'obtention du diplôme. Le débat n'est pas exactement là, en fait. Le débat, il est sur quel est le rôle des universités et est-ce qu'il n'y a pas un danger à la tendance actuelle. Et la tendance actuelle, elle est lourde, elle est claire, puis elle est internationale. Cette tendance-là, c'est des universités, on le voyait dans la vidéo, qui de plus en plus vont modeler sur mesure les formations pour des besoins d'entreprise. Oui. Il y a même des cas documentés où même des cadres d'entreprise vont donner des cours au complet dans certaines universités, des diplômes, pas seulement des cours, des diplômes qui sont créés pour répondre à certains types d'emplois très, très particuliers dans certains types d'entreprises. Mais pourquoi pas? Parce que le rôle de l'université, ce n'est pas ça, et c'est dangereux pour l'esprit critique, c'est dangereux pour la liberté académique de voir que les conditions soient comme ça, dictées de l'extérieur de l'institution, et j'aurais la même inquiétude si ça venait de l'État. C'est pas une idée, c'est pas un débat pour... en fait, comment dire... L'idée n'est pas de dire les entreprises, c'est des méchants, il ne faut pas que ça rentre à l'université. C'est plus de dire l'université, comme institution, a besoin d'une indépendance la plus grande possible, à la fois des entreprises et de l'État. Mais en même temps, on le voit, les universités crient famine, le système d'éducation en général, puis vraiment, je veux insister, le débat n'est pas qu'à l'université, on parle aussi du cégep là-dedans, où de plus en plus, il y a des besoins qui sont comblés pour les entreprises, particulièrement en région. Le système scolaire crie famine, c'est pas une bonne idée, justement, de resserrer les liens entre l'entreprise et le système d'éducation? À tout le moins, il y a des fonds qui viennent avec l'investissement privé dans les universités. Et puis, en fait, finalement, je suis un peu d'accord. Je pense qu'il ne faut pas être naïf ni envers le financement public, parce que l'État aussi a, dans le fond, un agenda, ni envers le financement privé. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vont
puis à la limite, tu sais, c'est un gars s'essaye, on donne de l'argent, on va essayer de trouver le maximum pour cet argent-là, pour cet investissement-là. Et donc, oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas être naïf. Les entreprises vont essayer, et les universités ont cette responsabilité d'encadrer. C'est ce qui est un peu le cas, hein, à l'heure actuelle. Par exemple, il y a des vice-rectorats à la recherche qui vont eux-mêmes signer des ententes avec les universités. Oui, il y a des chaires avec toutes sortes de noms d'entreprises. Cette idéologie-là est aussi entrée à l'intérieur de l'université, mais ça, c'est la situation actuelle, mais c'est une situation qui est problématique à plusieurs égards, parce qu'évidemment, les entreprises vont financer certains programmes plutôt que d'autres, vont favoriser certains axes de recherche plutôt que d'autres, et donc c'est là toute l'indépendance des institutions d'éducation qui est menacée, et ça, je pense qu'on a raison. François Legault, ancien ministre de l'Éducation. Je pense qu'il faut distinguer certains secteurs. On a besoin des deux. On a besoin d'une meilleure formation générale, les cours de français, mathématiques, histoire, philo, très important au cégep, la formation générale. Mais on a besoin d'améliorer au Québec, dans certains secteurs, les liens entre la formation et les besoins du marché du travail. Je pense entre autres à deux secteurs, puis j'ai, dans le projet Saint-Laurent, beaucoup regardé ce qui se fait ailleurs, incluant dans les pays scandinaves, des pays comme l'Allemagne. Il y a la formation professionnelle et technique. On a beaucoup de travail à faire. D'abord, il ne sort pas assez d'étudiants. C'est pas assez arrimé aux besoins du marché du travail. Puis à l'université, il y a deux facultés sur lesquelles on devrait se concentrer à rapprocher des entreprises. C'est les sciences de la vie et le génie. C'est de beaucoup, là, je dirais, plus de 80% de l'innovation, ça vient de ces deux facultés. Puis malheureusement, des facultés là, comme la Polytechnique ou l'ETS ont commencé à le faire, mais quand on compare avec Stockholm ou qu'on compare avec ce qui se fait à Cambridge ou dans Silicon Valley, on est beaucoup trop loin des besoins des entreprises. Puis dans ces deux secteurs, c'est notre avenir qui est en jeu. C'est pas le rôle des universités de servir de département de recherche et développement à la place des entreprises. Si les entreprises veulent faire de la recherche et du développement, qu'elles le fassent, mais qu'elles le fassent avec leurs propres ressources, non pas les ressources publiques. Tous les autres pays le font. Si Stockholm le fait, nous, on le fait pas. C'est pas un argument pour dire que c'est une bonne idée, ça. Non, mais ce que je dis, là, c'est que c'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de se dire, veut-on innover au Québec? Du côté des stages d'entreprise, il y a quand même, je pense à l'Université de Sherbrooke, qui est très axée sur le côté, donc, il y a une formation. Modèle. Et ensuite, donc, l'entreprise, elle a quand même une responsabilité là-dedans, c'est-à-dire qu'elle doit accueillir, puis elle-même former selon ce qu'elle souhaite, selon ses besoins. Le rôle de l'université, pas totalement celui-là. Je trouve que l'université doit garder ce côté plus général et puis, quitte à avoir cette entente où l'entreprise, elle n'est pas en attente face au système d'enseignement. Le Québec là, est un des endroits au monde où, pour le nombre d'habitants qu'on a, on a le moins de brevets. Okay? On n'enregistre presque pas de brevets. Et il faut, à un moment donné, être capable de dire, oui, c'est important de publier pour les professeurs là, en génie et en sciences de la vie, mais c'est important aussi de développer des nouveaux produits, des nouveaux procédés. On a besoin de ça. Vous parlez des exemples ailleurs dans le monde. Vous avez dit ailleurs dans le monde, on le fait. Oui, les champions dans cette catégorie-là, c'est les États-Unis qui le font depuis les années 70, qui ont rapproché beaucoup leurs universités des entreprises privées. Et les dérapages sont nombreux et ils sont graves. Je vous donne un exemple qui est documenté. Il est arrivé à plusieurs reprises dans certaines universités, notamment en Californie, qui sont des universités que vous citez beaucoup en exemple, où des étudiants ont refusé, par exemple, de répondre à certaines questions d'examen parce qu'ils avaient des contrats de recherche avec un autre professeur et que dans le cadre de ce contrat de recherche-là, il y avait des clauses de propriété intellectuelle et de secret industriel tellement sévères que ça les empêchait de répondre à des examens d'entreprise. Peut-on développer des Apple? Ça, c'est un vrai danger. Un autre exemple de ça, c'est dans le domaine de la santé. Les secteurs de recherche sur le plan pharmaceutique qui sont privilégiés lorsque le conflit d'intérêts dont on parle n'est pas géré, ce sont des pilules qui ont un potentiel de commercialisation. Il y a toutes sortes de secteurs de recherche qui n'ont pas de potentiel commercial, mais qui pour autant seraient très utiles sur le plan de la santé. Et on voit ce problème-là. Je veux juste mentionner que l'idée de travailleurs sur mesure, c'est pas nouveau. Là. Dans les années 90, moi, mes souvenirs de cégep, on en a discuté beaucoup. Il y a un piège, c'est que si on ne forme que sur mesure, on est dans une économie d'innovation. Ça change rapidement. Donc, l'innovation des années 90, c'était un CD-ROM. C'est ça. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la compétence du CD-ROM n'a aucune pertinence. Donc, il faut faire attention. Oui, dans la mesure du possible, les universités vont essayer d'aligner leurs étudiants pour une job. Mais si on ne fait que penser sur mesure, le problème, c'est que dans une économie qui se transforme sans arrêt, on arrive avec des compétences qui, 10 ans plus tard, n'ont
Oui, là, on parle beaucoup d'universités, puis on parle comme des grandes villes, mais les régions, je pense aux mines en Abitibi, un arrimage entre l'industrie et les institutions scolaires, est-ce que c'est pas un bon moyen de garder la population en région, de garder les jeunes en région? Et les cégeps sont relativement compétents à faire cet arrimage-là. Oui. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'effectivement, on a des besoins, puis les gens se disent, tiens, il y a des emplois intéressants, bien payés, pourquoi ne pas y aller? Cependant, il y a toujours un risque et il faut que les gens sachent, dans le fond, la mesure de risque qu'ils prennent. Donc, par exemple, à un moment donné, on a vécu un boom pour les ingénieurs en informatique, les informaticiens. On sortait des cohortes énormes des universités. Tout à coup, la bulle techno a éclaté. Oui. Pour la foresterie, ça a été un peu la même chose. Mais on trouve des façons, par exemple, de réorienter les travailleurs de l'industrie forestière vers l'industrie minière. Donc, il faut être conscient des risques. Il faut laisser peut-être aussi aux étudiants le soin d'évaluer quels risques ils sont prêts à prendre. C'est dangereux, la question des régions, parce que ça peut faire en sorte de mettre des économies régionales, de mettre des institutions d'enseignement à la remorque de projets de développement économique qui peuvent être temporaires. Parfois, ça diversifie. Le meilleur exemple, c'est une région comme Thetford Mines, où on a centré le financement du cégep sur des diplômes qui étaient très collés à l'industrie de l'amiante. Or, quand l'industrie de l'amiante s'est effondrée, le cégep s'est vidé et on avait, disons, négligé toute une série de secteurs parce qu'on s'était collé sur l'industrie de l'amiante. Ça, c'est un bon exemple. Et le risque, c'est qu'on fasse ça partout. Dernier mot. J'allais juste dire, la semaine dernière, j'étais à l'Université du Québec, à Chicoutimi, au Saguenay, et puis j'ai rencontré des professeurs qui ont des produits en faisant de la recherche appliquée, qui ont réussi à créer des emplois, entre autres avec Lise Boitier, développer des cosmétiques. Mais ça aide à créer des emplois en région. C'est une bonne chose. Il y en a besoin d'emplois en région. Bon, alors sur on ne peut pas être contre la vertu. Quoique, Gabriel est capable. Oui, exactement. Il faut définir la vertu. Bon, prochain débat. Qu'est-ce qu'est la vertu? C'est peut-être pas le rôle des universités. Gabriel Nadeau-Dubois, Yuri Chassin, merci beaucoup. Au retour, le club de lecture et plus tard, l'éditorial de Camille Bouchard et le Canadien de Montréal, ses 4 assistants et son absence de capitaine.